La boîte à merveilles, par Ahmed Sefrioui. Chapitre 11. À grands coups de torchon, Lalaïcha chassait les mouches. Elle les gourmandait comme des enfants terribles. Allez, sortez, misérables bestioles, vous salissez tout ce que vous touchez, lorsque je tente de me reposer, vous m'importunez par votre agitation et vos bourdonnements. Elle s'aperçut de notre présence au seuil de la chambre. Son bras resta suspendu, un sourire éclaira son visage. Soyez les bienvenus. Entrez, asseyez-vous pour vous détendre. Ces mouches deviennent insupportables. La chaleur et les mouches, autant de calamités qu'Allah envoie à ses fidèles pour éprouver leur patience. Parle un peu Zoubida, ne reste pas muette. Ma mère aurait bien voulu satisfaire le désir de notre hôtesse, mais comment placer un mot? Comment engager une conversation avec une personne prise d'une fièvre d'extermination qui court d'un coin de la place à l'autre, agitant un immense chiffon en guise d'étendard? Les mouches, il est vrai, la narguaient un peu. Elle s'abattait en paquet sur un coussin, l'attendait en faisant semblant de procéder à de minutieuses ablutions, mais dès qu'elle la voyait approcher, elles entonnaient un chant de guerre, prenaient leur vol, tournoyaient un moment aux environs du plafond et piquaient droit sur le lit ou sur un matelas. Lalaïcha abandonna la lutte. Elle s'éclipsa une seconde pour aller dans sa cuisine chercher la bouilloire de cuivre et le brasero. Le plateau déjà préparé trônait au centre de la pièce. Un voile brodé d'or le recouvrait. Là-dessous, par transparence, j'apercevais la théière d'étain et les verres. Enfin, Lala et ma mère entamèrent une vraie conversation, je veux dire un dialogue. Il commença, comme tous les dialogues de femmes, par des questions sur leur santé mutuelle. Elles s'étaient vues la veille. Elles avaient échangé les mêmes questions et les mêmes réponses. Pas tout à fait pour être exact, Lalaïcha avait du mal à dormir au début de la nuit, mais elle s'était vite aperçue que cela provenait seulement de la dureté du matelas. Elle changea de lit, dormit comme une pierre. Est-ce que les pierres dorment? Demandai-je d'un air faussement innocent. Tais-toi, me dit ma mère, ou bien pose des questions raisonnables. Cet incident rappela à ma mère l'histoire de Zineb, la fille de notre voisine. Elle avait laissé tomber une pierre sur son gros doigt de pied. Le pied droit, précisa ma mère. Allah. Cela s'est-il passé longtemps après mon départ? Demanda Lalaïcha manifestant des signes d'inquiétude. Non, répondit ma mère, cela s'est passé il y a 2 ans, je me souviens de ce jour, comme si c'était hier. Je hachais de la mousse sur la terrasse, quand je l'entendis crier. Juste à ce moment, un cri de bébé remplit la maison. Ma mère écarquilla les yeux, interloquée. Nous nous regardâmes tous surpris et éclatâmes d'un grand rire. Moi, je riais tellement que les larmes m'inondèrent les joues. Louange à Dieu. Louange à Dieu. Le rire est un bienfait de Dieu, prononça une voix d'homme. Je me retournai pour voir le visiteur qui osait entrer ainsi dans une pièce où bavardaient 2 femmes qui n'étaient ni ses épouses ni ses parentes. Une femme se tenait dans l'encadrement de la porte. Avais-je bien entendu? Je regardais tour à tour ma mère et Lalaïcha, mais aucune ne partageait mon étonnement. Sois la bienvenue Salama, dit Lalaïcha. Ma mère posait déjà des questions à la nouvelle venue sur sa santé, la santé de ses amis et de ses enfants. Elle n'avait pas d'enfants, comme je l'appris plus tard. Salama était marieuse professionnelle. Lalaïcha se tourna vers ma mère. C'est la surprise que je t'avais réservée, lui dit-elle, mais quelle agréable surprise. Il y a si longtemps que je n'ai pas eu la joie de rencontrer Salama. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était au mariage de la cousine d'Aïcha, la femme du marchand de nattes. Ce fut un très beau mariage. Aujourd'hui, Salama a des choses à nous raconter, as-tu deviné de quoi il s'agit? Non vraiment, je ne sais pas. Je connaissais bien ma mère. Ses yeux ne disaient pas entièrement la vérité. Salama ne daigna pas jeter un regard sur ma modeste personne. Je devais lui paraître ridiculement petit, ridiculement chétif. Salama appartenait à cette race disparue, qui a donné naissance à la légende des géants. Elle avança d'un pas majestueux vers le grand divan, s'installa à la place d'honneur. Le buste droit, les mains à plat sur ses genoux, elle resta muette, statique comme un bloc de granit. Pas un muscle de son visage ne bougeait, ses yeux seuls se posaient avec lenteur sur chaque objet. J'en avais vaguement peur.
Elle m'attirait à la fois, et me mettait mal à l'aise. Pelotonnée contre un coussin, j'attendais qu'elle parlât. Ses grosses lèvres que surmontait une légère moustache bougèrent imperceptiblement. Aucun son n'en sortit. Le désir de l'entendre parler me faisait trembler. Je ne me rendais même plus compte, si ma mère et Lalaïcha se taisaient, ou bavardaient comme de coutume. Elle ferma les yeux, les rouvrit et de sa voix d'homme déclara qu'après le thé, elle aurait tout le temps d'entretenir ses petites sœurs des événements qui se préparaient. Elle ajouta. Je peux vous affirmer que de grands événements se préparent. Un petit rire drôle, d'une folle gaieté, échappa à Lalaïcha. Ce rire était si jeune, si frais, si printanier que Lalaïcha rougit de confusion. Elle se leva en hâte, alla chercher le sucre, et la menthe. Ma mère se lança dans le récit de ses souvenirs sur les mariages auxquels elle avait assisté. Le thé fut préparé en un temps record. Lalaïcha servit tout le monde. Elle me tendit mon verre avec, au fond, 2 doigts de thé. Je protestais. Je réclamais un verre bien rempli, comme j'en avais chez nous. Ma mère fronça les sourcils, se mordit la lèvre inférieure pour me signifier sa désapprobation. Salama remarqua enfin ma présence. Elle sourit. De larges dents jaunes, mais solidement plantées, illuminèrent son visage. Donnez du thé à ce jeune homme, moi, je vais lui offrir un gâteau. Elle fouilla dans la poche de son cafetan, en tira un mouchoir brodé. Il contenait 2 sablés et une corne de gazelle. J'eus la corne de gazelle et les femmes se partagèrent les sablés. Après un nouveau silence, Lalaïcha et ma mère, dévorées de curiosité, demandèrent d'une seule voix. Raconte Salama, ne nous fais pas languir. Raconte. Oui, je ferais bien de commencer. Aurez-vous la patience de m'écouter jusqu'au bout? Raconte Salama. Raconte. Réclamèrent avec avidité les 2 femmes. Je connais vos 2 cœurs, ils sont nobles et ouverts à la compassion. Lalaïcha, j'ai été très fautive envers toi, pourras-tu jamais me pardonner? Lalaïcha fit de la main un geste de protestation. Elle poussa un long soupir. Ma mère, à son tour poussa un profond soupir. Avant de reprendre son récit, Salama soupira aussi. Je ne pouvais pas ne pas faire comme tout le monde, une plainte expira sur mes lèvres. Personne ne le remarqua. Salama parlait déjà. Dieu a voulu, et toute chose est voulue par lui, que je fusse l'intermédiaire dans ce mariage qui nous a tous rendus malheureux. Toi, Lalaïcha, parce que tu as perdu momentanément l'affection de ton époux, Lala Zoubida a souffert parce qu'une longue amitié vous lie. Sidi Larbi s'est aperçu assez vite qu'il s'était inutilement compliqué l'existence. Quant à la fille du coiffeur, de jeune fille, elle sera bientôt femme divorcée. Elle aura toutes les difficultés à trouver un mari. Ainsi s'exprime la volonté de notre Créateur. Il nous a mis sur cette terre pour souffrir et pour adorer. Tout le monde soupira de nouveau et Salama poursuivit. Tout commença le jour où Bira, la fille de mon vénéré maître Moulay Abdslem, me chargea de lui acheter du henné. J'étais à peine arrivé au souk des épices, que quelqu'un me toucha discrètement l'épaule. Je me retournai, Moulay Larbi se tenait devant moi, souriant et affable comme à l'ordinaire. Nous échangeâmes les salutations d'usage. Nous parlâmes longuement du mauvais temps qui avait sévi, si vous vous en souvenez bien, 1 mois durant. Je lui demandai de tes nouvelles Lalaïcha. Elle va bien, me dit-il. Il baissa ensuite les yeux, et prit une attitude résignée. Qu'as-tu Moulay Larbi? Me cacherais-tu quelque chose de grave sur les gens de ta maison? Non, répondit Moulay Larbi, je ne te cache rien, mais tu l'as deviné, je suis bien tourmenté. Si tu le voulais, tu pourrais m'aider à calmer mon âme. Comme vous le pensez, j'étais de plus en plus intrigué. Un âne chargé de sacs de sucre passa entre nous deux, nous sépara. Je me plaquai contre le mur, et fis signe à Moulay Larbi de me rejoindre. Il échangea quelques insultes avec un passant qui l'avait bousculé, et vint finalement tout près de moi pour m'entretenir de ce qui le préoccupait. Oui, me dit-il, tu pourrais m'aider. Ma situation prospère de jour en jour. Je gagne largement de quoi faire vivre une famille, et même plusieurs ménages. La grande douleur de ma vie, c'est de n'avoir pas d'enfant. Bien sûr, j'estime et je respecte Lalaïcha, mon épouse actuelle. Cette estime et ce respect, je les crois partagés,
mais je ne peux envisager avec sérénité l'avenir, tant que je n'ai pas d'héritier. Je l'interrompis pour lui conseiller de voir un médecin. Ne m'interromps pas Salama, me dit-il, je ne crois ni au médecin, ni au remède. Dans mon cas, il n'y a qu'un seul remède, et si tu voulais, tu pourrais m'aider à me le procurer. J'ouvris de grands yeux, et fis celle qui ne comprenait pas. Le remède, poursuivit Moulaye Larbi, consiste à me trouver une seconde épouse. Je ne peux faire cela Moulaye Larbi, j'aime trop Lalaïcha pour être à l'origine de son chagrin. Lalaïcha n'aura pas de chagrin, elle souhaite me voir perdre un enfant. Pourtant, je te demanderai de tenir secrète notre conversation. Il ne serait pas convenable de la mettre au courant d'un événement dont les conséquences pourraient blesser son amour-propre. Avant que j'aie pu répondre à son argument, il me glissa entre les doigts une caisse d'argent toute neuve. Il s'en alla en me recommandant de bien réfléchir à cette affaire, et de passer le voir à son atelier dans le courant de la semaine. Quelques jours plus tard, je passai près de l'atelier. Le récit de Salama me passionnait, mais un pressant besoin m'obligea à l'interrompre pour demander à ma mère si je pouvais descendre au rez-de-chaussée me soulager. Mon interruption fut accueillie avec colère. Ma mère me pria d'aller où je voudrais, et de ne plus ennuyer la société par des mots incongrus. Je partis à regret. Je dégringolai les escaliers. La porte des cabinets se trouvait dans un angle du rez-de-chaussée. Elle était fermée. Je me jetai dessus pour la défoncer. Quelqu'un toussa à l'intérieur. Il fallait patienter. Je me mis à pleurer à haute voix. Je dansai d'un pied sur l'autre, tout en clamant mon mal. La porte s'ouvrit brusquement. Je ne pris même pas le temps de regarder le visage de l'occupant, et je m'enfermai dans le petit réduit. Je ne tardai pas à le quitter, le visage réjoui, heureux à la pensée d'aller écouter la suite de l'histoire passionnante de Moulaye Larbi. Je mettais le pied sur la première marche de l'escalier, quand une femme m'interpella d'une voix pleine de colère. Enfant mal élevé, ne peux-tu fermer la porte des cabinets après usage? Va la fermer. Ici, tu n'es pas chez toi, tu es un invité. Les invités doivent être polis, et se tenir convenablement dans une maison étrangère. Je baissai le nez. J'allais d'un air guindé fermer la porte. Ce fut avec un air tout aussi guindé que je me permis de répondre à cette femme calamiteuse. Ici, je ne suis pas un invité, je suis le fils de Lala Zoubida, l'ami de Lalaïcha. Lalaïcha ne serait pas contente, si je lui disais que tu m'as appelé enfant mal élevé. Tu es un enfant mal élevé, va le lui dire, garçon impoli. Chétif morveux. Crois-tu que ta Lalaïcha va me faire trancher la tête? Si tu continues à me regarder de cette façon, je vais prendre mes ciseaux et je te couperai les oreilles. Je poussai un hurlement. Maman. Lalaïcha. Cette femme veut me couper les oreilles. Ou mes oreilles. Mes oreilles. Lalaïcha s'était penchée à la fenêtre. Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? La femme du rez-de-chaussée essaya de lui expliquer la situation, mais je criais si fort que sa phrase ne parvenait pas jusqu'à l'étage. Elle me faisait des signes de la main pour m'inviter à me taire. Je continuais à brailler, à trépigner. La tête de ma mère surgit à côté de celle de Lalaïcha. Toutes les deux demandaient des explications. Des voisines étaient sorties de leur pièce pour venir en aide à mon ennemi. La voix de Salama calma tout le monde. Ce n'est qu'un enfant, dit-elle, personne ne doit lui tenir rigueur d'un oubli ou d'une maladresse. Il ne serait pas raisonnable qu'une dispute éclatât à cause d'une gaminerie. Sidi Mohamed finit de pleurer, et monte vite, j'ai trouvé encore dans ma poche une corne de gazelle qui te fera sûrement plaisir. Je m'essuyais le visage dans le bas de ma djellaba. Je montais fièrement l'escalier. Les femmes avaient repris leur besogne. La maison retrouva son silence. À mon entrée dans la chambre de Lalaïcha, ma mère ne put se retenir de me lancer un regard qui en disait long. Je redoutais ce regard, plus que tout au monde. Il me foudroyait, me réduisait à néant. Salama m'offrit sa protection. Elle étendit son bras vers moi, me sourit de toutes ses dents. Sur le plateau, la corne de gazelle m'attendait. Je m'en emparai, mais je fus incapable de la porter à ma bouche. Lalaïcha s'activait à préparer de nouveau du thé. Niché entre deux coussins, je tâchais de me faire oublier. Je me tenais les yeux baissés.
j'entendis ma mère qui disait, s'adressant à Salama, qu'avait-elle, cette viande? Était-elle réellement trop maigre, ou bien pas assez fraîche? Au dire de tous les gens du quartier, elle était d'excellente qualité. Seulement, la fille de Si Abderrahmane cherchait un prétexte. Moulaye Larbi à l'âge de son père. D'autre part, ses moyens ne lui permettent pas de satisfaire toutes ses fantaisies. Puis, je vous l'ai déjà dit, cette fille est folle. Depuis quand a-t-on vu la fille d'un coiffeur exiger de son mari l'achat d'une paire de bracelets d'or? Réclamer de l'argent, en espèces, pour se payer des futilités? Organiser des thés pour ses soi-disant amis? Jouer du tam-tam à tout propos? Lalaïcha risqua une question. Mais, ne travaillait-elle pas? N'a-t-elle jamais appris un métier? Elle brode des empeignes de babouche. Moulaye Larbi lui confia un travail ou deux, mais son ouvrage traînait longtemps sur le métier, il était mal exécuté et elle en voulait toujours le double du prix normal pratiqué par les autres brodeuses. Moulaye Larbi cessa de la faire travailler. Elle l'accusa alors d'avoir des relations incorrectes avec des femmes dans des quartiers éloignés. Sous prétexte sans doute de leur confier des empeignes, il en profitait pour avoir avec elles des conversations indignes d'un croyant. Nous savons que Moulaye Larbi ne se livrerait jamais à de telles pratiques. Ce sont là les paroles mensongères d'une fille stupide et jalouse. Tout ceci serait sans conséquence, si sa mère ne se mêlait pas à chaque instant des affaires du ménage. Elle vient 3 ou 4 fois par semaine renifler chaque objet, donner des conseils, manifester son mécontentement à propos de ceci ou de cela, inciter sa fille à se montrer plus exigeante, flatter son orgueil en lui répétant qu'elle est bien trop jolie pour un vieux barbon qui sent la sueur et le cuir. Et qui se montre incapable de gâter sa jeune épouse, comme elle le mérite. Le pauvre Moulaye Larbi subit naturellement les répercussions de ces mauvais conseils. Il est bien à plaindre, Moulaye Larbi. Il n'a rencontré dans ce mariage que tristesse et peine. Il vient rarement te voir Lalaïcha, parce qu'il a conscience d'avoir commis une faute grave à ton égard. Il n'a pas oublié ce que tu as fait pour lui. Ni sa mère, ni sa sœur, ne lui auraient porté secours dans l'adversité, comme toi tu l'as fait si généreusement. Mais les hommes sont des êtres faibles. Depuis que sa situation s'était trouvée améliorée, il n'avait plus qu'un rêve, celui d'avoir une jeune épouse pour égayer sa vie de travail et de lutte. Notre époque devient de plus en plus étrange. Les jeunes filles d'aujourd'hui ne sont plus celles d'hier. Elles manquent de réserve, ignorent la pudeur, font fi de leur dignité pour obtenir une satisfaction passagère. Elles préfèrent épouser des jeunes gens sans cervelle qu'elles gouvernent à leur guise. Moulaye Larbi est un homme, il lui faut donc une femme à sa mesure. Cette femme, c'est toi, Lalaïcha. Son erreur a été de l'oublier momentanément. Tous les regards se dirigèrent vers la porte. Nous venions d'entendre un toussement discret. Qui est là? Dit Lalaïcha. Un proche. C'est toi, Zehor? Entre donc. Zehor montra son petit visage très maquillé. Puis-je avoir un brin de menthe? Voici de la menthe, mais prends le temps de boire avec nous une gorgée de thé. Merci, je vais en faire, mon mari ne va pas tarder à arriver. Il n'est pas encore là. Alors, reste avec nous jusqu'à son arrivée. Zehor se décida à franchir la porte. Elle éclatait de jeunesse et de fraîcheur. Elle portait des vêtements de couleur voyante. Elle avança à petits pas, tendit la main à ma mère, porta son index à ses lèvres, retendit la main à Salama, refit le même geste. Je désirais qu'elle s'assit près de moi. Mon vœu fut comblé. Elle s'assit à mon côté. Sa petite main me caressa la joue. Après les questions et les réponses habituelles relatives à la santé des unes et des autres, Zehor entra dans le vif du sujet. Elle voulait savoir si le divorce entre Moulaye Larbi et la fille du coiffeur avait été prononcé. Comme toutes les femmes manifestaient leur ignorance par des mimiques diverses, Zehor sourit largement. Fière de devenir le point de mire de tous les regards, elle se lança dans un brillant monologue. Mère Salama ne doit pas ignorer ce qui se passe dans ce ménage, mais tout le monde connaît sa discrétion. Pourtant, tous les habitants du quartier El Adoua sont au courant des difficultés que rencontre quotidiennement Moulaye Larbi auprès de sa jeune épouse. D'ailleurs, cette fille est folle, ou possédée. Pour un rien, elle menace son entourage de tout casser dans la maison, monte sur la terrasse dans l'intention de se jeter dans la rue par-dessus le mur.
Je tiens mes renseignements de sources sûres. Ainsi, mardi dernier, elle demanda à son mari de lui acheter pour le soir même, un foulard brodé à longues franges. Moulaye Larbi revint 2 heures plus tard avec un splendide foulard grenat à dessins multicolores. La fille du coiffeur le regarda à peine, le prit entre le pouce et l'index, le jeta dans la cour de la maison avec une grimace de dégoût. « Pour qui me prends-tu » dit-elle à son mari. « Pour une fille de la campagne ? Comment as-tu osé m'offrir un foulard de couleur aussi vulgaire ? Certes, tu ne dois pas l'avoir payé bien cher. Sache que lorsqu'un vieux barbu comme toi prend comme épouse une fille qui pourrait être sa fille, il doit céder à tous ses caprices, et ne lui offrir que ce qui coûte le plus cher. Je te fais don de ma jeunesse et de ma beauté, et en échange, tu m'apportes un foulard, tout juste assez joli pour coiffer une tête de négresse. » Moulaye Larbi, très en colère, se mit à l'insulter très violemment. La fille du coiffeur se saisit d'un verre, le cassa sur le rebord de la fenêtre, et avec le morceau aigu qui lui restait dans la main, elle tenta de se couper la gorge. Moulaye Larbi se précipita pour arrêter son geste. Elle se mit à pousser des hurlements, à prendre à témoin les voisins, prétendant que son mari la battait, que sa situation devenait intolérable, qu'elle n'avait jamais assez à manger, et qu'elle devait se contenter de vêtements rapiécés, tant l'avarice de son mari était grande. Salama avoua qu'elle n'était pas au courant de cette scène. « Qui t'a raconté cela, ma petite sœur ? Des gens. À Fès, personne n'ignore rien sur personne. Je sais aussi que la fille du coiffeur est particulièrement paresseuse. Elle ne quitte pas ses couvertures avant la prière de l'Oli. Lorsque Moulaye Larbi passe la nuit auprès d'elle, le matin, il part sans déjeuner, sans même boire un verre de thé. Souvent, viande et légumes attendent jusqu'au soir que Lala, fille du coiffeur, se décide à les faire cuire. Moulaye Larbi ne supportera pas longtemps une telle vie. Déjà, il lui arrive de dormir dans son atelier plutôt que de rejoindre sa jeune femme. Il a trop de pudeur pour parler de tout cela à Lala Aïcha qui le reçoit, comme il convient, très froidement, depuis son mariage. Un murmure s'éleva parmi les auditrices. Ma mère tenta de dire quelque chose, puis, se ravisa, soupira, se replongea dans son silence. Tout le monde soupira avec conviction. Zehor n'avait plus rien à dire. Soudain, toutes se mirent à parler à la fois. Elle parlait de la fille du coiffeur lui-même, de sa femme, de feu sa mère, que ses eaux aillent entretenir les flammes de l'enfer. Elles se rappelèrent maintes histoires arrivées dans cette famille, qui ne s'étaient pas toujours terminées à l'avantage de ses membres. À les entendre, le coiffeur, sa mère, sa femme et sa fille représentaient le rebut de la société. À leur mort, les chiens même ne voudraient pas de leur charogne. C'étaient à peine des êtres humains, et presque pas des musulmans. Sur toute la surface de la terre, il n'y avait pas de peuple plus généreux, plus franc, plus pudique que le peuple du prophète, que le salut et les bénédictions les plus choisies soient sur lui. Des individus pareils n'avaient pas de place dans une aussi noble communauté. D'autre part, ni les chrétiens ni les juifs n'en voudraient. Le ton de cette diatribe s'était fort élevé. La voix de Salama roulait comme le tonnerre, celle des autres femmes imitait tantôt le bruit d'une chute d'eau, tantôt le déplacement des feuilles sèches par un vent de fin d'automne. Ce qu'elle disait glissait sans laisser de traces dans mon esprit. Je ne comprenais pas le sens de tous les mots. Il m'importait peu de comprendre. J'étais attentif à la seule musique des syllabes. J'écoutais si intensément que j'oubliais le verre de thé que je tenais à la main. Mes doigts se relâchèrent. Le thé se répandit sur mes genoux. L'ivresse verbale prit fin brusquement. Tout le monde me regarda dans un silence terrifiant. La surprise et la fureur brillaient dans tous les yeux braqués sur moi. En vain, je cherchais dans mon cerveau désemparé l'ombre d'une excuse. Aucune explication ne pouvait me sauver. Pleurer ne servirait à rien. Je regardais chaque femme, levais les yeux au plafond et poussais un profond soupir.